Alors on va vous entendre comme témoin dans cette affaire. Et le témoin, c'est celui qui avoue, c'est celui qui a entendu. Le faux témoignage est une infraction qui est prévue et punie par la loi. Alors vous allez jurer de dire à la barre de ce tribunal, sans haine et sans crainte, toute la vérité et rien que la vérité. Sur ce, levez votre main droite et dites « je le jure ». Je le jure. Le tribunal prend acte de votre prestation de serment. Alors, M. Gallo, dites au tribunal tout ce que vous savez sur les événements dits du 28 septembre 2009. Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie, je remercie les assesseurs, messieurs les assesseurs, je remercie messieurs les procureurs, les avocats des deux parties. Je voudrais, Monsieur le Président, avant de commencer, vous dire que j'ai des montées de mucus dues à un rhume, ce qui fait que de temps en temps, je serai amené à racler ma gorge. Donc quand ça arrive, je vous présente mes excuses pour les désagréments causés. Allez-y. Maintenant, pour arriver au fait, vous allez aussi me permettre de faire une digression par rapport aux faits qui nous réunissent ici. Je voudrais commencer par une tournée qu'on a eu à faire, Monsieur le Président. En tant que journaliste à l'époque rédacteur en chef du journal Le Lynx et correspondant de l'agence de presse américaine Associated Press, j'ai été amené à accompagner une délégation du CNDD conduite à l'époque par le colonel Korka et à son âme pour des réunions d'information de la junte du CNDD en Europe et aux États-Unis. C'est ainsi qu'en juillet 2009, nous avons quitté Conakry pour l'Europe. Et dans la délégation conduite par le colonel Korka à l'époque et à son âme, il y avait le ministre Justin Molle Junior, il y avait entre autres la ministre Yenabo Saifon et d'autres. Donc nous étions des journalistes qui avions accompagné cette délégation. En Europe, la rencontre s'était très bien passée. La délégation a été accueillie avec faste. C'était vraiment la fête et la joie parce que le CNDD était vraiment dans l'esprit de tous les Guinéens. Le CNDD était célébré partout où nous sommes passés. Nous avons passé un mois, un meeting en Allemagne, un autre en Belgique, un autre en France, où la communauté guinéenne, sans distinction aucune, a vraiment donné libre cours, a été réceptive à ce message de colonel Korka qui parlait au nom du CNDD. Nous sommes revenus ici à Conakry et après, le colonel Korka nous a fait savoir qu'on devrait se préparer pour une autre mission, cette fois-ci aux États-Unis, dans le même cadre de conférences d'information pour aller dire aux communautés. Il a dit que le capitaine Moussa Dadis Camara a dit que partout où il y a un Guinéen, il faudrait qu'on y aille pour expliquer un peu ce qu'on a expliqué en Europe. C'est qu'eux, ils ont expliqué, je veux dire. Nous sommes des reporters. C'est ainsi que le 15 juillet 2009, nous avons quitté Conakry pour Washington. Nous sommes arrivés à Washington et l'ambassadeur nous a accueillis. J'étais très content. Un accueil chaleureux, un accueil d'amis recevant des amis. Et il nous a conduits à sa résidence où on a dîné. Après le dîner, nous, on s'est retirés. Nous les avons laissés ensemble. Et c'est ainsi que des chauffeurs de l'ambassade nous ont rapporté à journalistes. Vous allez avoir beaucoup de choses à écrire ici parce que la tension est très vive. La communauté guinéenne des États-Unis n'est pas du tout contente du CNDD. J'ai demandé pourquoi. Ils ont dit simplement parce que le discours du capitaine Moussa Dadis à Boulbinet a mis le feu aux poudres. Nous avons dit, mais en Europe, ils ont été accueillis en héros. Ils ont dit justement, c'était avant ce discours. Ils nous ont dit, préparez-vous donc, vous allez avoir beaucoup de choses à écrire et à dire. J'étais avec un collègue de l'Indépendant, Kerfa Lakourouma, Ibrahim Ahmed Bari de la RTG et d'autres. Donc, on s'est préparé. Et après le repas, les chargés de mission de l'ambassade nous a dit que le meeting d'information était prévu le lendemain
dans une université à Maryland, dans la grande banlieue de Washington, et que c'était là que la réunion se tenait. Nous avons demandé en tant que journalistes d'arriver un peu plus tôt parce que nous, on savait, on avait déjà des informations comme quoi ça allait être très compliqué là-bas. Donc très tôt, nous, on a rejoint cette université, on est rentré dans la salle, Monsieur le Président, l'atmosphère était vraiment tendue, il y avait des jeunes gens un peu partout, vous les voyez, vous vous rendez compte effectivement que c'était des Guinéens, et tout autour de l'université, il y avait une ceinture de la police américaine armés de grenades lacrymogènes, avec prêts. Vous les voyez, vous sentez qu'ils sont prêts à réagir. Donc, ça confirmait un peu, j'ai dit à mon collègue, ça confirmait un peu la thèse selon laquelle la situation est tendue ici. Nous sommes restés dans la salle. Peu de temps après, je suis sorti et j'ai vu des bus, 3 ou 4 bus qui étaient venus de New York, avec beaucoup de jeunes Guinéens vivant à New York qui sont descendus. Ils sont rentrés. Progressivement, la salle s'est remplie. Il n'y avait plus de place. Nous sommes restés là et un membre de l'ambassade de Guinée là-bas est rentré. Il a dit « Attention, attention, la salle, asseyez-vous, restez calme, restez tranquille parce que la délégation du CNDD conduite par le colonel Korka, comprenant le ministre Justin Morel Junior et autres, ils vont arriver dans la salle. » Il n'y a pas eu d'applaudissements, il n'y a pas eu de... Les gens sont restés calmes. 10 minutes après, ils ont dit, quelqu'un est resté à la rentrée, il a dit, la délégation du CNDD. Ils ont ouvert la porte. Nous, journalistes, on s'est avancés pour faire des photos. Et nous étions des interfaces donc entre ces manifestants et la délégation. Et après, nous avons vu des jets de pommes pourries, des jets d'œufs pourris, qui ont éclaboussé les costumes des ministres, etc. Mais le colonel Korka qui était devant est resté intraitable. Ils ont avancé, ils sont arrivés à la tribune, c'était des jets et puis des pancartes ont jailli, à bas le CNDD, à bas le capitaine Moussa Dadis, etc. Des discours vraiment hostiles. La tension est montée d'un cran et la délégation s'est installée à la loge, comme vous êtes installés là, et puis les jets d'œufs pourris, en putréfaction, etc. ont continué. Alors la police américaine qui était dehors a pris vent, a compris qu'il y avait des cris dans la salle, la police est rentrée, a fait usage de gaz lacrymogène pour disperser tout le monde, avec violence. Donc, l'université a signifié que le meeting ne devait pas avoir lieu. Ceux qui étaient venus dans les bus en provenance de New York sont sortis en scandant des slogans hostiles au CNDD et après ils sont remontés dans les bus qui ont pris la direction de la ville de Washington, donc direction New York. Après, les gens de l'ambassade nous ont dit de partir. On s'est embarqué. Dans le protocole, il y avait ce jour-là, il y avait 3 meetings prévus aux États-Unis. Un meeting à Washington. Donc, en quittant l'hôtel, nous avions fait nos bagages. On a mis dans une fourgonnette avec un membre de l'ambassade qui est parti dans un petit aéroport de l'autre côté de la ville de Washington pour faire les formalités. Après ce meeting, on était attendu à Atlanta, en Géorgie, pour le même meeting d'information. Donc, puisque ça n'a pas marché à Washington, on est parti. Nous, on pensait que la mission allait être arrêtée, mais nous avons appris que le colonel Korka a dit qu'il faut se rendre coûte que coûte en Géorgie. On est allé à l'aéroport, malheureusement, ils nous ont signifié qu'on ne pouvait pas voyager, alors que nos bagages étaient déjà dans l'avion. Alors, un membre de la délégation, proche du colonel Korka, puisqu'ils ont vu qu'ils ont reçu des informations selon lesquelles, si nous mettons les pieds à Atlanta, ça va être pire qu'à New York. La communauté guinéenne, remontée contre le CNDD, attendait de pied ferme cette délégation et comptait nous faire voir toutes les couleurs. Face à cette situation, le colonel Korka, paix à son âme, a reculé. Il a dit donc, on retourne à l'hôtel. On est allé prendre un autre hôtel parce que déjà on avait rendu les clés de l'autre côté. Et apparemment, ces gens-là ne souhaitaient plus nous voir là-bas parce qu'ils ont appris ce qui s'est passé. La presse locale à Washington a relayé un peu ce qui s'est passé dans cette petite université. Il a dit, bon, on se repose et demain, on prend le bus pour aller à New York. Le capitaine Korka, le colonel Korka, pardon, il était déterminé à ne pas abandonner, c'est un militaire. Donc le lendemain, nous sommes allés dans le Chinatown, le quartier chinois, et on a pris des bus de fortune
direction New York. Au bout de 6 heures, je crois, oui, on est arrivé à New Jersey, à la porte d'entrée de New York, et nous avons trouvé la police américaine qui nous a barré la route. Ils ont échangé avec un membre de l'ambassade en anglais. Ce dernier a signifié que compte tenu de la tension qui règne au sein de la communauté guinéenne de New York, il était impossible pour eux de nous laisser rentrer. Donc, il y a eu des altercations, mais finalement, les policiers américains ont dit que vous ne pouvez pas passer. Le colonel Korka, et ils étaient, je sais pas, ils n'étaient pas là, mais ils nous ont dit, bon, vous rebroussez chemin. On a rebroussé chemin, on est arrivé, retour à Washington autour de 23h30 comme ça. Et le colonel, les ministres dont je vous ai parlé, ils se sont entretenus avec monsieur l'ambassadeur. Et après, on nous a dit, préparez vos bagages, demain, nous quittons pour Conakry, via Paris. C'est ainsi que le 24 septembre 2009, le soir, nous embarquions à bord de la compagnie Air France pour Conakry. Et dans l'avion, certains ont dit, attention, il semble qu'il y a des manifestations dimanche à Conakry. Donc, nous préférons nous reposer ici et partir dimanche, quoi. Moi, j'ai dit qu'en tant que journaliste, responsable, rédacteur en chef du journal Le Lynx et correspondant de la plus grande agence de presse mondiale, Associated Press, je ne peux pas ne pas être à Conakry. Donc moi, le 25 à 19h, j'étais à Conakry, à l'aéroport. J'ai pris mes bagages, je suis venu à la maison. Le samedi, je suis parti à la rédaction, rencontrer mon patron, Ella Diallo Suleiman. J'ai fait le compte-rendu, et puis ils m'ont dit, lundi, il y a une manifestation qui est prévue, une manifestation pacifique de l'opposition, des forces vives, donc il faut organiser ta rédaction pour aller couvrir cet événement. Nous avons fait le planning, comme d'habitude, et je suis rentré chez moi. Et dimanche, j'ai pris le temps de me reposer. Lundi, le dimanche, le soir, j'ai une sœur qui vit aux États-Unis qui m'a appelé pour savoir si je suis bien rentré. J'ai dit oui. Elle dit, j'ai appris qu'il y a une tension vive autour d'une manifestation entre les militaires et les opposants à Conakry. J'ai dit oui, c'est lundi. Elle me dit, bon, il ne faut pas aller. Parce que, enfin, chez vous, là-bas, quand c'est comme ça, souvent, ça peut dégénérer. Je lui ai dit, je ne peux pas ne pas aller, étant journaliste d'un des médias les plus crédibles, les plus importants de Guinée, le Lynx, et aussi correspondant de Associated Press. Je ne peux pas ne pas y aller. Elle m'a dit, donc, tu peux y aller, mais fais beaucoup attention, et aussi, ne te sépare jamais des ablutions, sois toujours pur, sois dans un état de pureté. Elle m'a donné des versets en bon africain. Il ne faut pas sortir de la maison quand il va à un tel attroupement. J'ai dit OK. Donc, c'est ainsi que le lundi à 7h30, je suis sorti de chez moi. J'ai une voisine, Hawa Tongiano, paix à son âme, Tongino ou Tongiano, quelque chose comme ça, qui est décédée sous une fine pluie. Elle me dit, tu vas où? Je dis, je pars au stade. Elle me dit, bon, monte, je vais t'amener. Vous, les journalistes, là, vous cherchez toujours à écrire, etc. On a chahuté, on est arrivé autour de 7h30, comme ça, à l'esplanade, au stade. Donc, je suis descendu, la pluie avait cessé, il m'a dit, Boubacar, tu fais attention, sois très prudent. J'ai dit, merci beaucoup. Elle est partie. Nous sommes restés là, 7h30, 7h50, comme ça. Je n'ai pas vraiment de fixation sur l'heure. En tout cas, lorsque la pluie a cessé, peu de temps après, les gens commençaient à venir par vagues successives, de Bambeto, etc. Donc l'esplanade s'est remplie, il y avait de l'animation, ça criait, ça chantait, etc. C'est entre-temps que le capitaine Moussa Kieboro est arrivé. Il a été ovationné. Et j'avais une caméra, j'avais filmé. Malheureusement, je vais expliquer après comment ça s'était arrivé. Et il est venu, les gens étaient contents de le voir. Il est resté entre la foule, il a dit, bon, et nous savons que vous êtes venus pour manifester, c'est un droit, mais aujourd'hui, nous sommes le 28 septembre. C'est un jour très important pour la Guinée, donc nous ne pouvons pas vous laisser manifester aujourd'hui. Je vous demande de rentrer chez vous. Rentrez chez vous tranquillement
un jour, on va certainement vous donner un jour où vous allez manifester, mais aujourd'hui, il est hors de question. Donc certains, il y avait la foule, des jeunes gens enthousiastes, etc. Certains applaudissaient, d'autres huaient, etc. Mais il est resté intact. Il a dit rentrez chez vous. À chaque fois il dit rentrez, des gens disaient oh, huaient, applaudissaient, etc. Après il a dit à 3 reprises, je retiens, rentrez chez vous, rentrez chez vous, rentrez chez vous. Après il s'est déplacé. Peu de temps après, j'ai eu envie d'aller au besoin. C'était juste là, quand ça s'est passé, c'était devant la pharmacie de Manis Écoliers. Il y a un poteau électrique là, en béton derrière, j'étais adossé à celui-là quand j'ai pris l'image là. Donc le capitaine s'est déplacé, il est allé de l'autre côté, et après j'ai décidé d'aller aux toilettes parce que ma soeur m'avait dit d'être toujours en ablution. Je suis allé à l'arrière-cour de la pharmacie Totale, proche de chez Dr Manis Écoliers. Et je suis rentré dans une concession là-bas, j'ai demandé qu'on me prête une bouilloire, que je voulais aller aux toilettes, quoi. Ils ont dit, il n'y a aucun problème. J'ai fait mes ablutions, je revenais, Monsieur le Président, pour déposer la bouilloire dans la chambre et remercier la personne, quand j'ai vu un monsieur qui est venu, mais alors à toute allure, un jeune manifestant, il est venu de rentrer avec fracas, et puis il a refermé la porte, il s'est jeté dans un lit, là-bas, il y avait un bébé, un enfant qui dormait, il s'est couvert. Il avait eu le temps de fermer la porte. Je me lève, je regarde par les persiennes, je vois des hommes en uniforme, ils portaient des t-shirts noirs, je crois, avec des pantalons olives, parce qu'entre-temps, ce jeune avait été suivi par une autre vague de manifestants qui, le temps de comprendre, j'ai compris que ces gens-là étaient pourchassés par ces hommes en tenue, munis de matraques, mais ils ont fait usage d'une brutalité inouïe, à coups de pied ou de porte, ils terrassaient certains, etc. Le spectacle était foudroyant. J'ai vu ça. Après, ils ont traîné certains qui sont sortis et puis après, ils sont repartis. Quand ils sont repartis, j'ai ouvert la porte, je suis sorti. Je suis venu à la station, il y avait là maintenant une tension, on voyait des gendarmes, des policiers, et puis la foule qui... C'était vraiment la débandade. Entre-temps, mon téléphone... J'ai un petit téléphone sur lequel Associated Press m'appelle. Il y a ce jour-là, c'est le desk de Johannesburg qui travaillait. La dame m'a appelé. Boubacar, qu'est-ce qui se passe à Conakry? Je lui ai expliqué ce que j'ai vu tout de suite, ces actes de violence. Il m'a dit non, mais ça c'est important. Il m'a dit, mais comme ça criait, il m'a dit Boubacar, je n'entends pas. Elle ne parle pas bien français. Elle s'exprime beaucoup plus en anglais. Son français était approximatif. Et donc, cela ajouté au bruit faisait que la communication était très difficile. Elle a dit, il faut que je quitte là et que j'aille me mettre à l'abri quelque part pour expliquer ce qui se passe. Parce que, Monsieur le Président, quand il y a manifestation, les médias internationaux deviennent concurrents. Donc, à côté, il y avait Mouktar de l'agence de France Presse, et moi j'étais là, il y avait d'autres agences. Donc, la vitesse de l'information, quand c'est comme ça, la presse internationale, le correspondant, ils veulent que tu sois le premier à envoyer en temps réel l'information parce qu'ils publient dans la continuité. L'info continue en fait, les factuels. Elle m'a dit de mettre à l'abri, je suis allé me mettre quelque part où elle m'entendait. Elle m'a dit, bon, tu vas m'expliquer comment ça fonctionne. Moi, je suis le correspondant ici. Elle est la correspondante à Johannesburg, mais l'éditeur de ce jour était à New York. Donc, moi, je lui explique, elle transmet en anglais à l'autre, et donc ce dernier lui envoie des questions et elle me répercute la question parce que c'est moi qui suis là. Alors c'était très compliqué avec le réseau aussi qui n'était pas stable entre ici et l'Afrique du Sud. Elle s'énervait parfois, mais donc ça m'a pris au moins 1 heure pour pouvoir expliquer ce qui s'est passé. Elle m'a dit très bien, tu as fait un excellent travail, mais il faut suivre, il faut que ça continue. J'ai dit ok. Je suis sorti. Peu avant, là où j'étais assis, voilà, je vais dire ça, j'ai vu les leaders qui partaient chez Jean-Marie Doré, avec une foule. Quand je suis ressorti, j'ai vu un de nos reporters, Ba Mamadou, comme il y avait vraiment beaucoup de mouvements, les téléphones et la caméra que j'avais achetée, je lui ai donné, j'ai dit, bon, essaie de replier, parce que le link c'était à l'immeuble Sanderbali à l'époque, essaie de retourner là-bas, tu vas aller quand même faire un papier sur ce que tu as vu. Tu as vu déjà ce qui s'est passé dehors, ça peut faire déjà des encadrés, quoi. Nous, on va continuer. On s'est séparés là, et je suis parti vers la Fondis,
dans l'intention d'aller. On me dit que les Jean-Marie sont déjà arrivés au stade. Alors, entre-temps, mon téléphone sonne encore. La dame m'appelle. Boubacar, j'ai appris que les opposants sont là-bas. Est-ce que tu peux avoir des citations? Je dis, c'est pas évident parce que j'ai appris qu'ils sont rentrés au stade. Vous comprenez? Ils ne sont pas là. Elle me dit, donc vraiment, si tu pouvais avoir des citations, ça allait très bien parce que nous aimons beaucoup les citations. J'ai dit, il n'y a aucun problème. Je sortais de là, j'ai entendu juste à hauteur de l'université, j'ai entendu des coups de feu et il y avait un bruit qui venait du stade. Ça criait, on sentait que vraiment c'est comme si c'était un concert, mais ça criait vraiment. On a l'impression que certainement c'est pour, si on n'avait pas entendu le tir, on aurait dû croire que c'était un concert et que c'est le public qui était en train de match de football, le public qui est en train de huer, etc. Il y avait des cris forts. J'ai vu des jeunes gens qui sortaient, certains nu-pieds, d'autres étaient blessés. J'ai suivi un d'entre eux, on est arrivé vers la Fondis. Je lui ai demandé qu'est-ce qui se passe. Il me dit ça tire au stade. Il y a des militaires qui sont rentrés, ils sont en train de tirer. J'ai dit où? Il dit au stade. Et comme je voyais des gens sortir, et j'entendais aussi des crépitements, j'ai décidé de suivre la foule. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, ça tire. J'ai dit, comment tu es sorti? Il me dit, non. On sentait que les gens avaient vraiment peur, très peur. On est arrivé donc vers la Fondis, il y a une rue piétonne qui débrousse en sillon entre... il y avait une radio là-bas, la radio du docteur Sultan, je crois, plus une autre, il y a une rue qui se faufile, qui va au bord de la mer, quoi. Donc je les ai suivis là. Certains étaient nu-pieds, on est arrivé au bord de la mer et sur les rochers, bien sûr. La marée était haute et j'ai cherché à savoir ce qui se passe, mais derrière moi et avec moi et d'autres, il y avait des jeunes qui voulaient vraiment s'éloigner, qui avaient peur, qui voulaient sortir. On s'est suivis, on est arrivé jusqu'à la plage, au niveau de la plage. Certains des gens avec lesquels j'étais sont passés. Moi, j'ai décidé de ressortir là, la sortie de la plage de l'Andrea, pour essayer de remonter et aller voir ce qui se passe de l'autre côté du stade. Je suis arrivé juste sur la montée, à pas moins de 5 à 10 mètres comme ça, de la sortie. J'ai vu des gens en t-shirt bleu ciel, je crois, t-shirt Chelsea, une meute qui venait munie d'objets divers. Et il venait vraiment à toute allure et menaçant, quoi. Donc ça a créé la débandade. J'étais juste en face, à côté de moi, à ma gauche, il y avait un coiffeur, un jeune coiffeur. Il a vu que j'ai vu les gens, mais en journalisme, on nous dit, quand tu es devant un obstacle, il ne faut pas courir. Sinon, on t'assimile aux manifestants. Je n'avais pas de visuel, parce que aussi, en journalisme, il est recommandé, ce n'est pas toujours bon qu'un journaliste mette un dossard, etc., une cape, ce n'est pas recommandé en temps de manifestation, donc je n'avais rien. Mais j'ai décidé de m'arrêter, et c'est entre-temps que le jeune qui est là, qui les a vus aussi, il m'a tiré, il m'a fait asseoir, et il a pris un pagne, il m'a enveloppé, et il s'est mis à me coiffer. Au moment où il préparait ce dispositif, il n'avait pas commencé, quand ces gens sont arrivés, une vingtaine, je crois. Ils sont arrivés, ils voulaient se jeter sur nous. Après, il a dit en sous-sous, non, lui, il n'est pas manifestant, il est là, il est venu se coiffer, il était là depuis. Mais après, ils se sont mis à crier. Après, ils ont continué vers la plage. Donc, j'ai eu le temps juste de regarder derrière. J'ai vu des jeunes qui s'étaient échappés du stade, qui voulaient traverser, qui ont vu ces hommes en tenue, Chelsea. Certains se sont retournés, ont débrouché chemin, d'autres sont passés, mais ils les ont poursuivis. Je ne sais pas ce qui s'est passé en bas, mais ils les ont poursuivis. J'ai vu certains jeunes se jeter à l'eau. Parce que quand vous les voyez venir, vous sentez vraiment qu'ils représentaient une menace, quoi. Et peu de temps après, une demi-heure après, ils sont remontés encore, la même meute est remontée. Et même les pêcheurs qui étaient au stade, qui étaient en train de travailler, qui préparaient certainement des filets, et tout était dans la débandade. Je suis resté là, le monsieur m'a dit, il ne faut pas bouger, parce qu'on ne sait pas, il peut y avoir dans les parages, ne te presse pas, reste ici. J'ai dit, ok.
Entre-temps, le petit téléphone que j'avais avec lequel j'échangeais avec la Associated Press, il s'est déchargé plus ou moins. J'ai eu un appel, j'ai pensé que c'est l'Afrique du Sud, et puis j'ai vu que c'était un de mes collègues journalistes, Abdraman Diallo, qui travaillait pour West Africa Democracy Radio. Il m'a appelé, Boubacar, on m'appelle Aboubakar, c'est mon nom de journaliste en Guinée. Aboubakar, tu es où? J'ai dit, je suis à la plage ici. J'ai dit, et vous? Il dit, nous sommes chez mon beau-frère, il s'appelle Dr Amara Pangoura. Il m'a indiqué où ils sont. Je suis allé, j'ai trouvé effectivement qu'il était là, lui, Abdraman. Il y avait Amadou BBC qui est passé ici déjà. Il y avait BBC anglais, celui qui faisait le service anglais, Silla. On est resté là et ils m'ont expliqué ce qui s'est passé. Je leur ai expliqué un peu ma mésaventure, comment je me suis fait coiffer alors que j'avais le crâne. J'étais quasiment bien coiffé quand j'ai expliqué comment ce jeune m'a sauvé. Mais entre-temps, on est passé à des appels parce que des informations nous tombaient dessus. Il y a 100 morts, il y a 50 morts, il y a etc. etc. Donc nous avons formé ici, constitué un réseau de correspondants de la presse internationale. Vous aviez l'AFP, vous aviez Associated Press et RFI, parce que Mokhtar fait les deux. Vous aviez BBC anglais, British World Communication. On était tous là, on essayait d'avoir des informations à travers des sources. Et c'est là qu'on a compris effectivement que la situation était vraiment très très critique, que la situation était plus que ce qu'on imaginait. Parce qu'on apprenait qu'il y a des corps par-ci, etc. C'était très compliqué. Nous sommes restés là jusqu'à 18 h. Dehors, à Dixine, c'était désert. De temps en temps, il y a des ambulances qui passaient, on entendait les sirènes des ambulances. De temps en temps, on entendait aussi des véhicules qui passaient, mais comme on était enfermés à l'intérieur, à 18 h, on a décidé de se disperser, de partir. Amadou, qui avait une 305, je crois, il a dit, bon, tu habites à Nongo, lui, il est à Demoudoula, il a dit, bon, je te dépose chez toi. On est sorti, Monsieur le Président, du stade jusqu'à Nongo. Nous rencontrions des camions militaires et des ambulances qui faisaient des va-et-vient. Là, sinon, la ville était complètement déserte. C'est comme ça que je suis rentré chez moi. Et autour de 19 h, et mes voisins étaient tout heureux de me retrouver parce que mon téléphone était éteint entre-temps et les deux autres téléphones, quand j'ai rencontré mon collègue Bamamadou, qui m'écoute peut-être s'il me voit, je lui ai demandé où sont les téléphones et la caméra. Il m'a dit quand on s'est séparés, parce qu'il y avait vraiment, c'était l'environnement, des gens lui ont retiré, selon lui, le téléphone et la caméra. Donc le petit téléphone avec lequel je suis arrivé à la maison était déchargé. Mes parents, toute la famille cherchaient à savoir ce que je suis revenu, parce qu'entre-temps, RFI et d'autres médias avaient annoncé qu'il y a eu des tirs au stade et que des civils sont morts. Et c'est ainsi que je suis rentré chez moi autour de 19 h. Voilà ce que je peux dire dans cette première phase de mon témoignage. Je vous remercie.